à remercier le mouvement de la paix des Alpes de Haute-Provence et la libre pensée du même département pour leur invitation qui a pour objet de rappeler la mémoire d'une femme considérable pour les militants de la paix, que beaucoup d'entre nous sommes ici, et aussi pour les militants de la raison, et les membres de la libre pensée devraient aussi y trouver leur compte, car elle a employé le mot raison, qu'on écrira en français peut-être avec un grand R, presque aussi souvent que le mot paix. C'était une rationaliste ardente et engagée, comme s'est engagée pour la paix. Alors c'est une femme considérable, mais néanmoins injustement oubliée dans notre pays, très injustement oubliée, pas ailleurs. Je rappelle qu'elle a, elle a une statue, elle a sa statue devant un tribunal de la Haye, je crois que c'est la Cour internationale de justice. Elle a une salle de la Commission, une grande salle de la Commission européenne à Bruxelles porte son nom, et une grande salle de l'ONU, du grand bâtiment de l'ONU à New York, porte aussi son nom. En Allemagne, on ne compte pas les écoles ou les rues qui portent son nom, et des instituts universitaires également, jusqu'en Grande-Bretagne. Mais en France, on l'a oublié, alors qu'il était à la fois très francophone et très francophile, et très ami de nombreux Français, comme j'aurai l'occasion de le rappeler. On l'a très injustement oublié, et ça n'est que justice de rappeler sa mémoire, et surtout devant un public de personnes engagées. Alors, la lutte citoyenne organisée contre la guerre est apparue au milieu du XIXe siècle environ, d'abord en Grande-Bretagne puis en France, pour s'étendre ensuite à une bonne partie de l'Europe. Et c'est une femme, Bertha von Suttner, qui dans ce milieu constitué sinon uniquement d'hommes, devait bientôt incarner la lutte opiniâtre contre la guerre. Mais cette femme hors du commun ne fut pas que l'emblème, le porte-drapeau, la voix du mouvement pacifiste. Elle fut aussi l'instigatrice, le porte-drapeau, le stratège reconnu de tous les amis de la paix, comme on disait encore alors. Crainte par ses adversaires, admirée sans le par ses partisans de tous horizons, de tout pays. Elle, que rien par sa naissance, rien, et fort peu de choses par son éducation devait préparer à ce combat, imagina dans l'action même les formes du militantisme moderne, je veux dire laïque, universel et global. Elle fut aussi un partisan résolu d'une Europe fédérée. Bien que l'action de Bertha von Suttner ait largement dépassé son époque et son pays, l'Autriche-Hongrie, il convient de la situer dans son contexte. Elle est née en 1843 pour s'éteindre en 1914, juste avant la veille de la Première Guerre mondiale, qu'elle n'aura donc pas connue. Cette période correspond à de formidables bouleversements dans presque tous les domaines civils, les transports, l'agriculture, la santé, l'industrie, etc. Je ne vais pas te les rappeler. Et Bertha von Suttner intégra tous ces progrès techniques avec enthousiasme. Elle était partisan du progrès aussi bien moral que technique. Elle intégra donc ces progrès dans sa philosophie, mais observa aussi avec une angoisse grandissante les progrès de la technologie militaire, qui marchait au même pas que les autres progrès. Apparition des armes automatiques, les canons maintenant en acier avaient une cadence de tir considérablement augmentée, les bateaux de guerre portaient une artillerie encore plus performante que l'artillerie terrestre, apparition des grenades et des mines, utilisation massive du chemin de fer, du téléphone et bientôt de l'aviation, et aussi le développement des gaz asphyxiants. Tous ces bouleversements techniques augmentaient considérablement le pouvoir destructeur des armes et des armées, donc par rapport, par exemple, aux armées napoléoniennes. Le paysage du monde avait aussi beaucoup changé de la naissance à la mort de Bertha von Suttner. 4 grandes puissances en 1843, pas plus, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche-Hongrie et la Russie. En 1914, il fallait y ajouter l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, l'Italie notamment, et l'Afrique et une grande partie de l'Asie avaient été colonisées entre-temps. 2 choses seulement n'avaient pas changé de 1843 à 1914.
la primauté absolue de la langue française, notamment au niveau diplomatique international. Et l'empereur d'Autriche, François-Joseph, qui montait sur le trône en 1848, donc Bertha avait quoi, 5 ans, à 18 ans, lui, était toujours aux commandes en 1914. Bertha Osuna, qui aura vécu 71 ans, n'aura pratiquement connu d'autres souverains que lui dans son pays. Ajoutons qu'en 1914, la plupart des pays étaient encore des monarchies. C'était bien sûr le cas de son pays, l'Autriche-Hongrie, c'est pas une Allemande comme on l'a écrit quelquefois, un pays aujourd'hui disparu en tant que tel. C'était un empire d'apparence considérable, environ 10 fois plus grand que l'Autriche actuelle, bien plus peuplé et bien plus vaste que la France de la même époque. C'était un État bicéphale composé de 2 entités, ce qui apparaît à peu près sur cette carte temporale, l'Empire d'Autriche à peu près en orange et le Royaume de Hongrie à peu près en vert, bon, des statuts un peu spéciaux pour le territoire du Sud. C'était en réalité un État fort hétérogène, fait de quantité de langues, de cultures, de religions, même si la religion catholique était dominante, et connaissait un développement très inégal, notamment entre l'Ouest et l'Est. Cet empire était très affaibli par des tensions culturelles et nationalistes et linguistiques. C'est la personne même de l'empereur qui assurait l'unité de cet empire disparate. François-Joseph était alors un souverain fort prestigieux, d'une notoriété mondiale, entre même son portrait dans l'Ouest américain, mais qui était au fond assez borné et très très militariste. Dans cet empire subsistait une aristocratie jouissant de privilèges encore quasi féodaux. Il y eut une Bertha d'avant sa période militante. Elle écrit elle-même dans ses mémoires, avant mes 40 ans, j'étais une nullité. Mais on n'est pas obligé de la croire. Elle est née à Prague, oui, dans ce château immense. En réalité, il y a des cours et des cours. Je crois qu'il est plus grand que l'Élysée. Elle est née à Prague, alors dans l'Empire austro-hongrois, en 1943, donc, avec le nom et le titre de comtesse Bertha Kinsky von Schnitz und Tettau. La famille Kinsky comptait une branche comtale et une branche princière. En fait, ils appartenaient tous à la très haute aristocratie, d'abord de Bohême, puis d'Autriche-Hongrie. Et sa famille avait donné, paraît-il, 72 généraux à l'armée autrichienne en moins de 2 siècles. En réalité, tous les garçons qui tenaient à peu près bien sur leurs jambes devenaient généraux à un âge très jeune. 2 circonstances particulières marquèrent cette naissance. Si sa mère avait alors 25 ans, son père, lui, en avait 75, ou du moins aurait dû les avoir, car il mourut 2 ou 3 semaines avant la naissance de Bertha. Elle ne fut donc pas influencée par ce père qu'elle ne connut pas. Son père avait naturellement été général, comme du reste ses 3 oncles, 4 fils, 4 généraux. Mais sa naissance fut aussi marquée par une tâche indélébile. Sa mère, qui était en fait une roturière, fut toujours parfaitement méprisée par la famille Kinsky. Il n'invitait jamais. C'est la raison pour laquelle Bertha fut dès sa naissance snobée par sa parenté. Ça peut jouer un certain rôle. On peut s'intéresser à l'enfance et à l'adolescence de Bertha parce qu'elle manifesta tout de suite 2 traits essentiels de sa très puissante personnalité. D'une part, une force de caractère exceptionnelle, avec une volonté hors du commun, qui lui permirent de s'imposer dans un monde, comme on l'a vu, constitué exclusivement d'hommes, et aussi d'affronter les critiques, les coups les plus rudes, les déceptions, avec la plus grande fermeté de caractère. C'était une tenace qui ne lâchait jamais prise lorsqu'elle avait jugé une cause juste et qui relevait la tête après chaque coup. Et d'autre part, un immense et insatiable besoin de culture. Elle ne cessa tout au long de sa vie, durant les différentes époques, et même durant sa période passablement mondaine, où on s'est plutôt bien amusé, il faut dire. Elle ne cessa donc de lire, d'apprendre, d'approfondir sans cesse ses connaissances, de découvrir les cultures du monde, et ce dans à peu près tous les domaines, jusqu'à devenir sans doute l'une des femmes les plus cultivées de son temps. Très tôt, elle s'intéressa aussi à la philosophie, qui devait largement sous-tendre son action, ainsi qu'aux sciences. Elle avait une culture scientifique qui était finalement pas négligeable.
Sa curiosité devait faire d'elle un bas bleu. Selon l'expression de l'époque, son savoir était en tout cas encyclopédique. Ajoutons-y une grande générosité innée. Elle reçut dans le château d'un oncle en Moravie, alors comme les Français sont... oui, vous voyez, voilà, c'est même marqué Moravie. C'est à l'est de l'actuelle République tchèque. Elle reçut dans le château d'un oncle en Moravie, conjointement avec une cousine, l'enseignement de 4 gouvernantes, une autrichienne, une française, une anglaise et une italienne, qui élevèrent ses 2 filles dans ces 4 langues et cultures, sans compter qu'elle reçut aussi un solide enseignement musical de chant de piano. À 13 ans, Bertha, qui était une surdouée, comme sa cousine du reste, lisait déjà dans le texte, bien sûr, Descartes, Molière, Corneille, pour ce qui est des Français, Shakespeare, Byron, Shelley, pour ce qui est des Anglais, etc. Puis le comte mourut en laissant un petit capital à la mère et à la fille. La mère de Bertha, une femme fantasque et exaltée, se comportait plutôt comme une grande sœur avec sa fille. Tous deux passaient beaucoup de temps, comme nombre d'aristocrates de cette époque, dans les villes d'eau, Karlsbad, Marienbad, Baden-Baden, etc., où l'on dansait, flirtait, perdait beaucoup d'argent, et puis à l'occasion, on y prenait les eaux aussi. La grande affaire de la mère était bien sûr de marier Bertha. C'était la tâche principale des mères. Il était prévu de la présenter le jour de ses 18 ans dans un grand bal de la cour à Vienne, mais voilà que ce bal, sur lequel on a mis beaucoup d'espoir, fut un fiasco total en dépit de la joliesse de Bertha, qui était une jolie fille. Elle ne devait jamais oublier cet échec qui la blessa grandement dans son amour. Bertha devait néanmoins, à partir de ce moment, poursuivre avec sa mère une vie des plus mondaines. Alors il faut imaginer les 2 femmes, comme on a dit, passant de ville d'eau à l'autre, de Paris à Venise aussi, on s'amusait, ne passant que quelques mois d'hiver à Vienne. Le charme et l'esprit ne manquèrent pas d'attirer l'attention de nombreux hommes, des princes, qui lui firent des propositions de mariage auxquelles elle ne donna pas suite. Elle était assez difficile. Fin de la première partie de la vie de Bertha, qui a maintenant 30 ans. 30 ans. Il n'est pas encore question de paix, de droit de l'homme, d'ouverture au monde, et encore moins de militantisme. Mais elle est déjà une rationaliste convaincue. Et ça compte. À 30 ans, Bertha, qui était selon les normes de l'époque était à peu près inépousable. Sans fortune, trop âgée et aussi trop savante. Les hommes n'aimaient pas les femmes trop savantes à l'époque. Valorisant ainsi son savoir reconnu. Et c'est ainsi qu'elle fut... Alors, il ne lui restait plus que la possibilité d'entrer comme gouvernante dans une riche famille de Vienne, valorisant ainsi son savoir reconnu de tous. C'est ainsi qu'elle fut engagée par la famille du baron von Suttner de Vienne, à l'époque très aisée. Ils sont perdus, toujours bien titrée qu'elle, certes, mais autrement plus riche, pour assurer l'éducation des 4 filles de la maison, et cela se passa le mieux du monde au début. Les 4 filles étaient ravies de leur gouvernante, et les parents, bien que bornés, bigots et rétrogrades, étaient quant à eux impressionnés par l'ampleur du savoir de Bertha. C'est alors qu'arriva l'accident humain du fils aîné de la maison, Arthur, plus âgé que ses sœurs, mais plus jeune de 7 ans, plus jeune que 7 ans que Bertha, plus jeune de 7 ans que Bertha, tomba éperdument amoureux de la gouvernante de ses sœurs, laquelle, ma foi, répondit favorablement à cet amour. Et comme il ne pouvait être question de mariage, cette liaison s'installa dans la clandestinité. L'idylle dura ainsi plus de 3 ans, jusqu'à ce que la baronne mère la découvrit, ce qui eut pour conséquence immédiate la mise à pied de Bertha. Seulement voilà, on ne pouvait tout de même congédier Bertha comme une simple servante. Elle était tout de même comtesse, ce qui ça comptait quand même. Et c'est pourquoi elle lui soumit une petite annonce en français. Monsieur Cultivé cherche gouvernante à Paris. Bertha, qui n'avait pas tellement le choix, répondit positivement à cette annonce. Elle prit congé d'Arthur dans les larmes, bien sûr. On se promit de s'écrire. Or, ce monsieur qui l'attendait à la gare de l'Est de Paris n'était autre qu'Alfred Nobel, un Suédois hors du commun qui avait fait fortune en inventant de nombreux explosifs et notamment la dynamite.
qui fabriquait un peu partout dans le monde. Il avait ainsi acquis la troisième fortune du monde, paraît-il. C'était aussi un homme extrêmement cultivé qui habite un bel hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, qui existe toujours, je l'ai vu. Et c'était également un homme qui s'interrogeait sur l'avenir du monde, et en particulier sur la question de la guerre et de la paix. Il était à sa façon personnelle un pacifiste sincère, je dirais. Autant dire qu'il fut tout de suite conquis par Bertha, dont le savoir, la culture et la réflexion, et même l'humour, jusqu'à un certain point, l'impressionnèrent énormément. Et on peut même dire, pour résumer, que Bertha von Suttner fut l'amour de sa vie secret, ou même pas si secret que ça. Ils entamèrent tout de suite une conversation riche et profonde, et c'est Alfred Nobel qui, le premier, ouvrit les yeux de Bertha sur les dysfonctionnements du monde. Alors vous notez déjà une première étape à Paris donc, sur les risques mortels que l'humanité courrait si une guerre nouvelle éclatait. Et ce fut pour elle une sorte de révélation et le début d'une longue réflexion sur l'état du monde. Mais cette conversation intense que Bertha ne devait jamais vous oublier ne dura guère. Alfred Nobel dut en effet s'absenter quelques jours de Paris pour affaires, demandant à Bertha de l'attendre pour son hôtel particulier. Pas longtemps, disait-il, il serait bientôt de retour. Mais voilà que Bertha reçut alors un télégramme de Vienne. Ne peut plus vivre plus longtemps sans toi, signé Arthur. Elle craqua tout de suite, elle prit le premier train pour Vienne, la gare de l'Est, en laissant un petit mot d'excuse et en rendant les clés. Nos deux amoureux décidèrent alors de se marier, clandestinement il ne pouvait en être autrement, et dès le lendemain de la cérémonie, ils s'enfuirent, figurez-vous, en Géorgie, ce qui n'était pas une destination tout à fait évidente pour un voyage de noces. Dans le Caucase, donc, où ils devaient rester finalement près de 10 ans. Près de 10 ans. Nos deux aristocrates durent alors se mettre à travailler, Bertha donnant des cours de français et de musique, tandis qu'Arthur, qui avait une bonne culture technique, travaillait comme architecte à Tiflis, qui doit s'appeler maintenant Tbilissi, je crois, la capitale. En fait, ils tirèrent le diable par la queue et eurent même faim certains jours, paraît-il. C'est aussi à ce moment que Bertha s'intéressa très sérieusement à la morale du monde et à se documenter de façon systématique, me faire des fiches, sur toutes sortes de questions géopolitiques. Il découvrit aussi dans le Caucase nombre de problèmes récurrents, comme par exemple la tension entre les Russes et les populations musulmanes du nord du Caucase, en Tchétchénie, en Ossétie, au Daghestan, ou bien entre les Arméniens et les russophones de l'Azerbaïdjan. Les gens informés savent que ce n'est pas vraiment réglé tout ça. Et ils connurent surtout la guerre russo-turque de 1875-76, très meurtrière. C'est dans le Caucase également que le couple Suttner devait se découvrir un talent de plume. Arthur commença le premier en envoyant à la presse de Vienne des comptes rendus sur la guerre russo-turque, puis des articles sur la vie quotidienne dans le Caucase. Et Bertha devait, quant à elle, se mettre à écrire des récits qui paraissaient d'abord sous forme de feuilleton à la presse de Vienne. Alors il faut rappeler que la presse de Vienne était lue dans cet immense empire. Hein. C'était pas la petite Autriche que vous voyez maintenant. C'était un empire de plus de 60 millions d'habitants. À une époque où la France n'en comptait pas 40. Hein, et la presse de Vienne était une presse de référence. Alors, donc, Bertha écrivait des récits qui paraissaient d'abord sous forme de feuilleton, puis ensuite étaient édités sous forme de livres. Tous deux poursuivirent ainsi leur vie durant une activité de journaliste et d'écrivain, et ce fut à peu près leur seule source de revenus. Il n'y en avait pas d'autre. Au bout de 9 ans et demi, comme il s'était quelque peu réconcilié avec la famille Suttner, et qu'il commençait aussi à se faire un nom dans l'édition, et qu'ils avaient le mal du pays surtout, eh bien, ils rentrèrent à Vienne, et le couple s'installa chez les beaux-parents de... Alors, ils avaient fait de tellement mauvaises affaires qu'ils avaient perdu leur bel hôtel particulier de Vienne, donc ils s'étaient repliés sur le château de Harmensdorf, leur château de Harmensdorf, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Vienne. Et ce fut là une cohabitation très difficile avec les beaux-parents, hein, Bertha et Arthur, qui étaient sur la même ligne, supportant très mal la bigoterie, l'étroitesse d'esprit et les orientations parfaitement réactionnaires des Suttner et de nombreux affrontements, sur lesquels je veux passer rapidement. C'est à compter de ce moment-là aussi que Bertha s'ouvrit à la vie militante, laquelle débuta
par la lutte contre le racisme. Moins connu, il est vrai. Il convient de l'évoquer d'abord pour là que commença son engagement public, ensuite parce que c'est à travers cette lutte contre le racisme qu'elle inventa sur le terrain, petit à petit, le militantisme sous des formes très proches de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je dirais Internet mis à part, bien sûr. Elle fut appelée par l'action dès son retour à Vienne. Il faut dire qu'elle s'était depuis longtemps constituée au fil de ses innombrables lectures un socle philosophique assez éclectique, mais imposant. Elle avait presque tout lu, on va dire, qui ne pouvait la laisser indifférente aux injustices du monde. Elle avait complètement intégré la vision rationaliste, laïque et universaliste de l'homme, définie par les philosophes des Lumières, à laquelle elle avait ajouté la foi dans le progrès des hommes Spencer et Buckle, et aussi une interprétation assez personnelle, il faut dire, de l'évolutionnisme de Darwin, selon lequel l'homme, comme tout le vivant, évolue, tendant vers une sorte de perfection, autant morale que physiologique. Son entéléchie, c'est-à-dire la forme finale idéale, est ainsi l'être noble, vivant en harmonie avec lui-même, avec toute la société des hommes et avec son environnement. On n'imagine pas maintenant à quel point le darwinisme était clivant à cette époque-là, à Vienne, comme d'ailleurs dans toute l'Europe, où il y avait les progressistes, les évolutionnistes, et les anti-progressistes qui s'opposaient radicalement à l'évolutionnisme de Darwin. Son action antiraciste se limita pour l'essentiel à son pays, l'Autriche-Hongrie, qui était tout de même vaste. Pour ce qui est des peuples d'Afrique et d'Asie, son action se confondait au reste avec une action anticolonialiste. Citation de Bertha. Les peuples d'Afrique et d'Asie ont bien droit, comme tous les autres, bien fait de la civilisation et du progrès. Cela ne saurait aucunement constituer un prétexte pour les assujettir à exploiter leurs richesses. Et son action se confondait aussi avec une action contre l'esclavage qui n'avait pas dit son dernier mot à l'époque, notamment au Brésil. Au quotidien, son combat antiraciste se jouait cependant sur deux fronts principaux. L'antislavisme, d'une part, qu'on n'imagine plus tellement maintenant, à l'époque violent comme à Vienne comme à Berlin, on appelait les Slaves les hordes asiatiques, et l'antisémitisme d'autre part. Lorsqu'elle rentra à Vienne en 1883, donc, elle ne reconnut plus sa ville qui était en proie à une fièvre antisémite sans pareil. À la suite des pogroms de Russie du début des années 80, quantité de juifs de Russie et d'Ukraine se virent alors sauvagement attaqués voire massacrés, ce qui devait provoquer une émigration de plusieurs millions de personnes. Un tout petit nombre opta pour la Palestine, pas beaucoup, et un bien plus grand nombre émigra vers les États-Unis ou vers l'Europe de l'Ouest, l'Autriche-Hongrie, pays considéré comme civilisé, devenant une destination privilégiée. Sitôt après avoir pris la mesure de cette pandémie antisémite, le couple soutenait, protesta avec véhémence contre la persécution des Juifs, considérée comme une, je cite, rechute dans le Moyen-Âge, et prit tout de suite la tête d'un mouvement pour s'opposer à l'antisémitisme idéologique qui se manifestait à Berlin d'abord. En 1882, s'était tenu en effet à Dresde le premier congrès international anti-juif, c'était son nom, mené par un pasteur protestant. Pour Bertha, il s'agissait de faire barrage à cette nouvelle barbarie. Elle publia plusieurs articles de fond à cet effet, s'en prenant notamment à tous les hommes d'influence qui, sans commettre eux-mêmes d'exactions, armaient le bras du peuple par leurs proclamations incendiaires et criminelles. En Autriche aussi, il se développa un antisémitisme aussi virulent que, entre guillemets, scientifique, à l'image de celui qui régnait en Allemagne ou en France, mais beaucoup plus marqué par le cléricalisme catholique. Elle était d'avis qu'il fallait contre-attaquer immédiatement et massivement en rédigeant dans la journée même un article de protestation dans la grande presse de Vienne ou en organisant une réunion publique d'information pour dénoncer l'absurdité, l'immoralité et les dangers de l'antisémitisme. Citation, « Il n'y a qu'une méthode honnête de défendre ceux qui sont persécutés, c'est de se ranger à leur côté. » La dénonciation de l'antisémitisme a une grande place dans son roman « L'ère des machines » de 1888. On en parlera. Et comme cela ne suffisait manifestement pas à enrayer l'antisémitisme en cours, elle fonda ensuite avec son mari une association de défense contre l'antisémitisme en 1891. Elle
Elle put gagner à sa cause de grands noms de l'université de la recherche et des arts, comme par exemple celui du roi de Laval, Johann Strauss, que vous connaissez, qui, je dois dire, s'est toujours trouvé du bon côté de l'histoire. C'est à peu près, je peux citer d'autres noms bien sûr, c'est à peu près à cette même époque qu'elle créa avec succès une association autrichienne de la paix, dont nous parlerons. Et il faut bien constater que nombre d'adhérents étaient communs aux deux associations et qui s'en étonnera, elle déclara elle-même: je me bats contre les antisémites exactement comme je me bats contre la guerre, cela procède du même esprit. Mais à partir de 1891, du fait de ses responsabilités internationales, elle délégua la lutte contre l'antisémitisme à son mari, Arthur. Les souteneurs devinrent ainsi un étonnant couple militant, unique dans leur milieu, il faut dire. Convenons cependant que c'était Bertha qui apportait l'initiative, l'énergie et la stratégie. L'association s'était fixée comme but de combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes et avait recours à tous les moyens de l'époque, conférences, réunions militantes, brochures et bientôt une publication périodique, discussions dans les quartiers de Vienne et dans les villes de l'Empire les plus reculés. Ah, il y avait vraiment des endroits très, très reculés, en utilisant les supports artistiques et surtout en dénonçant immédiatement à la manière impétueuse de Bertha toute manifestation d'antisémitisme au Parlement, lors d'un prêche d'un prêtre, et les discriminations, et dans la presse, etc. Une citation de Bertha à nouveau. Une autorité sanitaire contrôle tous les matins la qualité du lait vendu sur les marchés, mais aucune instance ne contrôle les feuilles de haine qui empoisonnent tous les jours l'esprit de la population. Voilà. Il est vrai qu'elle s'en chargeait elle-même, elle dénonçait avec virulence l'antisémitisme partout où il a vu la parole. Les souteneurs reçurent un nombre incalculable de lettres d'insultes qui sont conservées dans les archives d'ailleurs à Vienne. Elle appelait à user de toutes les ressources de la loi pour faire taire l'antisémitisme. Elle sut trouver un langage spécifique pour s'adresser aux femmes, jusqu'à demander le boycott amoureux des antisémites. Ah oui, en gros, elle avait une conception assez militante, on va dire, du corps des femmes. Vous accordez vos faveurs à qui vous voulez, hein, mais surtout pas aux salopards. On va résumer comme ça. Elle put... Oui, elle le disait assez clairement, dans un langage très châtié, mais je peux vous dire très clair. Elle faisait partie de l'émancipation des femmes. Comment? Elle devait être une des premières dans l'émancipation des femmes. Ah, elle était dans son genre complètement émancipée. Elle put, bien en avance sur l'époque, bien sûr, elle put aussi compter sur l'appui de nombreux journaux influents de Vienne, notamment la Neue Freie Presse, c'est-à-dire la nouvelle presse libre, qui était le grand journal de référence de l'époque, on dirait centre-gauche, presque comparable à notre monde aujourd'hui, en rappelant qu'il est élu et dans un espace immense. Et dont l'un des collaborateurs n'était autre que Theodor Herzl, ami intime du coup souteneur et fondateur d'ailleurs du sionisme, mais ça ce sera un autre débat. Elle lutta également contre la persécution des Arméniens par les autorités turques, qui n'a pas commencé en 1915. Dans sa lutte contre le racisme et particulièrement l'antisémitisme, elle put s'appuyer sur de nombreux soutiens, on l'a vu en Autriche-Hongrie, mais aussi à l'étranger, et ses amis militants les plus fidèles furent ainsi en France, Émile Zola, qui était son ami, l'auteur de J'accuse, puis de Francis de Pressensé, le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, qui joue un rôle essentiel dans l'affaire Dreyfus, on sait peut-être. Mais c'est bien entendu son combat pour la paix qui devait acquérir une valeur emblématique et la faire passer dans l'histoire. La problématique de la guerre et de la paix la préoccupait manifestement depuis longtemps. Et cela commença par un livre, car chez Bertha, on ne trace en effet aucune frontière entre son œuvre littéraire très engagée et son action militante. Elle était d'avis que ses romans étaient le meilleur moyen pour faire passer des idées concernant une amélioration de l'état du monde. Elle entreprit donc en 1888 de rédiger un ouvrage de fiction, L'ère des machines, à mon avis le plus ambitieux de toute son œuvre. Il s'agissait d'un cycle de conférences universitaires, 8 au départ, situés quelque part au milieu du XXe siècle, en 1950. Donc vous voyez, un ouvrage d'anticipation idéologique qui faisait le tour de tous les dysfonctionnements de la planète en cette fin du XIXe siècle,
Un, dysfonctionnement par conférence, alors analphabétisme, injustice sociale, discrimination des femmes, superstition, maladie, racisme, etc., auquel il avait été peu à peu remédié au début du XXe siècle par la science et la technique, et surtout par la raison. La raison. Une vision véritablement optimiste de l'avenir, l'universitaire conférencier s'appuie à cet effet sur tout un appareil scientifique et philosophique pour expliquer ce saut de l'humanité vers un avenir bien meilleur, un avenir, une humanité devenue consciente et adulte, on va dire. Bertha von Suttner publia son ouvrage ambitieux, très ambitieux, sous un pseudonyme, convaincu que personne ne prendrait au sérieux un ouvrage affichant fort sa référence philosophique et scientifique, écrit par une femme. L'ouvrage qui connut un réel succès, donc écrit en 200 000 exemplaires vendus en 2 ans quand même, c'était pas mal, suscita beaucoup de questions dans la presse quant à l'identité de son auteur. On l'attribue aux plus grands esprits de l'époque, aussi bien allemands qu'autrichiens, même suisses. D'ailleurs, tous des hommes naturellement. Tous des hommes. On eut plus tard beaucoup de mal à admettre que cet ouvrage avait été écrit par une femme. En 1888, alors que l'ouvrage était déjà sous presse, à Zurich, où elle ne faisait jamais imprimer ses ouvrages en Autriche, Hongrie. À Zurich, donc, l'éditeur consentit à Bertha une avance sur droit. Disposant ainsi d'un peu d'argent, le couple de Suttner décida en 1889 de se rendre à Paris à l'occasion des cérémonies du centenaire de la Révolution française. Je rappelle que la République française, qui est encore un peu fragile sur ses bases, avait organisé des cérémonies grandioses à cette époque-là qui avaient attiré le monde entier et symbolisé par la Tour Eiffel. Donc à l'occasion des cérémonies du centenaire de la Révolution française, qui avait toute leur sympathie à eux, aristocrates, comme ça. Ils y furent fort bien accueillis, Bertha jouissant déjà d'une honorable réputation de femme de lettres. À Paris. Le couple fut reçu dans les salons littéraires de Paris, les plus grands salons, où il fit la connaissance de nombreux écrivains, notamment d'Ernest Renan qui venait de publier une vie de Jésus très très laïque, et aussi d'Alphonse Daudet, qui lui plut beaucoup d'ailleurs. Au cours de la conversation, Bertha se plaignit que les hommes n'aient encore rien entrepris pour mettre un terme au fléau de la guerre. Et ce dernier, Alphonse Daudet, qui était bien informé, apparemment, lui apprit qu'il existait déjà des associations des Amis de la Paix, notamment en Grande-Bretagne, et aussi en France, avec notamment Frédéric Passy comme inspirateur. Frédéric Passy, qui était le grand ancêtre, on va dire, du mouvement pacifiste en France. Alors, c'est des associations qui luttaient depuis de nombreuses années déjà, de façon un peu confidentielle, mais tout de même, pour un monde sans guerre. Ce fut là, littéralement, une révélation pour Bertha qui n'en dormit plus d'enthousiasme, c'est comme ça qu'elle apparaît dans son journal. Alors, vous voyez, déjà une deuxième étape dans sa vie, et à Paris, à nouveau. Sitôt rentrée à Vienne, elle se dépêcha d'ajouter un 9e et important chapitre à son ouvrage, une conférence qui expliquait comment les hommes s'étaient unis, toujours plus nombreux, pour lutter contre la guerre devenue insupportable à l'humanité. Et Bertha fut assez contente, ma foi, du succès de son livre. Elle nota avec satisfaction que son ouvrage suscite un vrai débat d'idées. Elle décida alors de frapper un grand coup pour toucher le public le plus large possible avec un roman anti-guerre qui s'adresserait aussi aux couches les plus modestes de la population, de la société, afin de porter le débat sur la place publique. Et donc elle écrivait un roman avec beaucoup d'action et de sentiments pour intéresser tout le monde, à commencer par les femmes d'ailleurs, et c'est dans une langue plus simple que son ouvrage précédent pour être compris de tous. Et cela donna son ouvrage le plus fameux, au titre un peu plus explicite, « Bas les armes ». Voilà. « Bas les armes », Die Waffen nieder, qui a été réédité en France, une seconde. Die Waffen nieder, qui veut dire bas les armes, tout simplement. Lay down the arms, enfin, c'est comme ça. Qui parut en 1889, lequel ne tarda pas à connaître un succès extraordinaire. 2 millions d'exemplaires
vendu officiellement en 2 ans et traduit en 15 langues, et probablement encore davantage, d'ailleurs en édition pirate, aux États-Unis et en Russie notamment. On va dire qu'en peu de temps, le roman s'est vendu, semble-t-il, entre 4 et 5 millions d'exemplaires en réalité. Ce roman lui conféra dès lors une célébrité mondiale quasi immédiate, à l'instar de son modèle Zola, et c'était au reste abondamment documenté. Pour faire un roman un succès, il faut, dit-on, du sexe et du sang. Le sang, c'était celui des champs de bataille jusqu'à la nausée, je peux vous dire quelquefois. Le sexe, lui, procédait d'une socialité de femmes avec une forte dimension affective. N'attendez pas que je fasse une critique littéraire de ce roman qui trouve aujourd'hui encore ses admirateurs inconditionnels, notamment dans les pays anglo-saxons et germanophones. Il suffit que je vous dise qu'il trouve une place de choix parmi les grands romans engagés qui déclencheront en leur temps de très vifs débats d'idées, aux côtés par exemple de La case de l'oncle Tom de Harriet Spitzer Stowe, qui précipita la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et Bertha ne fut pas peu fier de cette comparaison et imagina que son roman pourrait, de la même façon, amener la fin des guerres, ce qui était tout de même un peu ambitieux. Résumer ce roman n'est pas une mince affaire, tant il est riche d'événements, et pour faire simple, il y a une héroïne, Martha, qui est une copie assez conforme de Bertha, belle, sensible et cultivée. Elle est mariée une première fois à un homme qu'elle aime, un lieutenant de hussards, dont elle a un enfant, Rodolphe, c'est important, et qui trouve la mort à la bataille de Magenta, en Italie, entre les Autrichiens et les Franco-Italiens. Elle est mariée une seconde fois, bien qu'elle s'était promise de ne jamais épouser un militaire, un colonel de l'armée autrichienne, qu'elle aime encore plus. Mais voilà que ce second mari est, lui, anti-guerre et même anti-militariste. Et je confirme que moi, dans ma période militaire forcée, j'ai connu des militaires antimilitaristes. Ça existe. Donc, je ne sais pas si c'est un ce roman. Il participe, donc ce second mari participe à 2 guerres, néanmoins, et sa démission est enfin acceptée. Le couple, complètement acquis aux idées de paix, se consacre désormais entièrement au militantisme pacifiste. Tous deux vont d'abord à Genève pour suivre une sorte de formation auprès d'Henri Dunant, je ne sais pas si on va... il y a eu un peu de désordre. Qui est le fondateur, voilà. Et le fondateur de la Croix-Rouge est aussi auprès de Bluntschli, un juriste, un article est apparu sur lui dans la revue du mouvement de la paix. PNP, hein, un juriste qui a fondé le droit international moderne. Mais voilà que le mari de Bertha tombe dans les environs de Paris, c'est toujours dans le roman, dans les environs de Paris en 1871, victime innocente de la guerre franco-prussienne, lui qui n'était ni français ni prussien. Martha s'investit désormais à plein temps pour la paix avec son fils Rodolphe, en relation avec les sociétés de paix déjà existantes, jusqu'au congrès de la paix de Paris de 1889, qui a effectivement existé, lui. La fin d'une tonalité très optimiste, la paix semble en vue, et ce roman est surtout le support de 3 idées forces de Bertha. La guerre est d'abord décrite sous l'angle des femmes, et alors ça c'était complètement nouveau, morte d'angoisse lors des conflits, victime de violence à l'occasion, et sombrant dans le désespoir, voire la folie, à l'annonce de la mort du bien-aimé. On y trouve aussi la description atroce et détaillée des batailles extrêmement meurtrières qui provoquent le retour à la barbarie, et ça c'est bien décrit. Et il y a surtout l'éducation à la paix, celle du jeune Rodolphe, qui est une sorte de nouvelle Émile. Pas de jouer guerrier, bien sûr. On lui enseigne le respect quasi philosophique de l'autre, l'universalité du genre humain, on abolit toute référence nationaliste, et on refuse d'instrumentaliser l'histoire, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Rodolphe incarne, donc son fils, incarne, le fils de Martha du moins, incarne l'homme nouveau selon Bertha. On y dénonce enfin avec vigueur la politique des États-puissances, dévoreurs d'hommes, faisant le malheur des peuples et génératrices de barbarie. Avec un seul roman, Bertha von Suttner avait touché infiniment plus de monde que toutes les sociétés de paix. Jusque-là, elle devait désormais rester, et pour toujours, et partout dans le monde où elle allait, l'auteur de Balédon. La notoriété de Bertha von Suttner dépasse maintenant Vienne pour devenir d'un seul coup mondiale, jusqu'à l'autre bout des États-Unis.
Et les choses vont dès lors aller très vite. Elle prend alors conscience que la paix dans le monde, l'abolition des guerres pour toujours, est l'œuvre de sa vie. À compter de ce moment, sa vie va réaliser une cause contre la monde dans la lutte contre la guerre que tout le monde voit venir, déjà, et dont on sait qu'elle va embraser toute l'Europe. Si certains appellent la guerre de leur vœu, il y en avait, d'autres en Europe en pressentent des conséquences effroyables et s'emploient à la prévenir. Elle est bien décidée à participer au prochain congrès de la paix, celui de Rome, de 1891. Il fallait déjà pour cela d'abord commencer par créer une société de la paix en Autriche, inexistante jusque-là. Elle lance alors un appel d'une page qui fit grand bruit, même à l'étranger, dans la Neue Freie Presse, à nouveau, qui lui était toute acquise, il faut dire. 8000 réponses positives lui parvinrent en moins d'un mois. Au cours d'une assemblée générale rassemblant 2000 personnes dans un grand hôtel, c'est luxueux d'ailleurs, de Vienne, elle crée ensuite dans l'enthousiasme général la Société autrichienne des Amis de la Paix, qui devint ainsi d'emblée l'un des comités les plus puissants d'Europe. Bertha von Suttner en est élue la présidente, bien sûr. C'est à cette occasion du reste qu'elle devait se révéler comme une grande oratrice à la voix à la fois douce et très persuasive. Les points principaux de son programme sont le désarmement, le règlement des litiges entre les nations par le droit exprimé par une cour d'arbitrage internationale, et on peut aussi y ajouter l'éducation à la paix par la culture, la science et à nouveau la raison. Un bouquin, pas souvent. Elle put tout de suite s'appuyer sur de grands noms, à nouveau des lettres et des arts, je n'y reviens pas, mais surtout sur un député qui n'est pas inconnu dans l'histoire de l'Autriche, Carnéry, qui était le chef de l'opposition libérale, on va dire de centre-gauche, au Parlement de Vienne, et qui fut tout de suite fasciné par Bertha von Suttner. C'est lui qui lui servit de mentor en politique, où elle est encore inexpérimentée, aussi bien nationale qu'internationale, et en lui enseignant la stratégie de la communication et en lui apprenant à rédiger des discours, c'est-à-dire qu'elle a appris très vite. Il lui servit aussi de confident, voire de père, elle qui n'avait jamais eu de père. La presse française de l'époque lui rendit très largement compte et avec sympathie des initiatives de paix de Bertha von Suttner, ce qui lui fit grand plaisir. J'ouvre une parenthèse, j'ai réussi à motiver un doctorant en histoire pour faire son lectorat sur toutes les occurrences de Bertha von Suttner dans la presse française de l'époque, et qui sont assez nombreuses. De l'étranger aussi lui parvinrent des soutiens enthousiastes, comme par exemple de la part du célèbre romancier russe Tolstoï. Vous connaissez le portrait de... voilà. De Tolstoï, vieux pacifiste mystique révéré dans le monde entier. Lui aussi était un pacifiste à sa façon. Et elle développa tout de suite une intense politique de communication avec des articles qu'elle faisait paraître dans la grande presse, y compris à l'étranger, des conférences, une revue militante à nouveau, suscitant partout la polémique, notamment en attaquant de front le nationalisme, le militarisme, le bellicisme et le culte de l'héroïsme guerrier. Une citation de Bertha: les vrais héros sont les philosophes, les chercheurs, les savants. Et en dénonçant aussi les coûts insensés des armements, déjà à l'époque, et les profits générés par leur industrie, déjà à l'époque. Elle ne manqua pas d'adversaires qu'elle attaquait sans merci, avec un sens prononcé de la métaphore, dans son style lyrique et imagé, souvent véhément et impétueux. Sa bête noire était Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qu'elle considérait comme la cause de tous les maux à venir de l'Europe. Elle n'avait pas tout à fait tort. Vu d'Europe centrale même, l'actualité pourrait même ressembler à un match bientôt entre Bertha von Suttner, qui incarnait les forces de paix, et Guillaume II, qui symbolisait la guerre et le cynisme politique. À partir de 1899, l'Allemagne devait du reste déclencher un feu roulant continu contre Bertha von Suttner en nommant un ministre spécialement affecté à cet effet, le baron Stenger. Il n'avait pas d'autre tâche que de marquer Bertha à la culotte, si j'ose dire. Tous les moyens de communication lui semblant bons, elle sollicita aussi le concours de Johann Strauss, lui demandant de composer une valse de la paix. Elle comprit très vite qu'il valait mieux les attaques que le silence,
qu'il fallait occuper le terrain médiatique en permanence, garder l'initiative de l'action, faire en sorte que les opposants à la guerre ne se sentent plus isolés, mais puissent se référer à une forte structure, et surtout que la question de la guerre et de la paix soit débattue dans toutes les couches de la société, jusque dans les coins les plus reculés de l'Empire. Elle a pu aussi organiser ses relations avec la presse de façon méthodique, très moderne en tout cas. Elle devint ainsi très rapidement, alors en un temps record, une figure incontestée, contesté et incontournable du débat politique en Autriche-Hongrie, admiré, louangé et soutenu par les uns, raillé et caricaturé et attaqué par les autres. On a gardé un nombre incalculable de caricatures de Bertha von Suttner. Pas si facile du reste de créer des comités de paix dans tout l'Empire. Les choses se passèrent plutôt bien avec les Hongrois, du reste, à l'époque. Il n'en fut pas de même à Prague, où elle tenta mais en vain de créer une seule société bohémienne de la paix, et Prague et la Bohème devaient lui causer du souci jusqu'à la fin de sa vie, ça n'a jamais manqué. Elle suscita aussi la création d'une société autrichienne de l'UP. Alors l'UP, c'est une société assez discrète, pas très connue du grand public, qui existe toujours, c'est-à-dire Union interparlementaire, et en gros ce sont des députés, plus ou moins du monde entier, plus ou moins acquis à la cause de la paix, sauf que le sigle est maintenant devenu anglais, mais ça existe toujours, donc elle a contribué à créer une filiale autrichienne de l'UIP. Le souci de l'information devint dès lors permanent. Elle se tenait au courant des dernières technologies militaires du monde, devenant ainsi certainement la femme la mieux informée sur l'état de l'armement et de toutes les technologies de destruction du monde, au moins aussi bien informée qu'un bon officier d'état-major. Cela lui permit d'anticiper avec son petit entendement de femme, c'est elle qui le dit, toutes les conséquences humaines, matérielles et même morales d'une guerre future. C'est ainsi qu'elle pouvait annoncer autre chose, que la prochaine guerre, qui serait une guerre d'usure, durerait au moins 4 ans, ferait au moins 10 millions de morts, conduirait à la ruine de l'Europe, guerre qui, ne réglant rien sur le fond, serait suivie d'une autre guerre encore plus effroyable. Mais elle avait tout annoncé ça dans les années 1890. Bien mieux, elle prit le réflexe dans cette période de développement rapide des technologies d'anticiper, et ça se voit bien dans son journal, l'usage que les militaires pourraient faire de chaque invention nouvelle, et il y en avait beaucoup à l'époque. C'est ainsi qu'elle entrevit avant les militaires eux-mêmes le parti que les armées pouvaient tirer du téléphone, de la radio, des automobiles, de l'avion, etc., lors d'un conflit armé. C'est à ce moment aussi qu'elle parvint à cette conclusion encore plus de conséquences aujourd'hui qu'en son temps. Écoutez bien, il n'y eut jamais d'exemple de prince ou de chef militaire qui, une fois l'affrontement armé commencé, ne soit tenté d'avoir recours aux dernières inventions des techniques de destruction, aussi effroyables soient-elles, dans le but de hâter la fin du conflit en sa faveur, et naturellement ne succombe à cette tentation. Elle n'avait pas reconnu les bons atomiques. Bertha von Suttner était bien décidée à participer au congrès donc des sociétés de paix qui devait se tenir à Rome en 1891, si possible, avec une forte délégation austro-hongroise, et c'est du reste Alfred Nobel qui finança assez largement toutes ces initiatives militantes jusqu'à sa mort. Les grands litiges de l'Europe, et notamment la question de l'Alsace-Lorraine, faillit tout faire capoter, et c'est Bertha von Suttner qui, de Vienne, entreprit alors d'aplanir toutes les difficultés, de calmer toutes les susceptibilités qui apparaissaient les unes après les autres sur la scène européenne. C'est à compter de ce moment qu'elle commença à développer une sorte de diplomatie parallèle où elle montra un grand savoir-faire, il faut dire. Bertha von Suttner fut, il faut le dire, la vedette absolue de ce 3e congrès de la paix de Rome où 17 pays étaient représentés et dont la presse internationale rendit très largement compte, il faut dire. Bertha ne peut échapper à un phénomène, on dirait aujourd'hui, de starisation. Son discours, en italien, bien sûr, cari amici della pace, fit un triomphe. C'est lors de ce congrès que fut constitué, à l'initiative de Bertha, le Bureau international de la paix, dont le siège fut alors situé à Berne. Depuis, il est descendu un peu à Genève. Le Suisse, Élie Ducommun, un des premiers prix Nobel de la paix, en devint le président, et Bertha en devint la vice-présidente, ce qui, pour l'époque, était tout de même tout à fait remarquable.
Et disons pour être clair que c'est elle qui, une fois de plus, assura, et jusqu'à sa mort, à peu près toutes les tâches quotidiennes, concrètes, en y apportant à nouveau l'initiative et la stratégie. C'est aussi à l'occasion de ce congrès qu'elle fit la connaissance, alors je ne vais peut-être pas y rester trop longtemps, elle fit la connaissance de tous les grands noms. Oui, mais je les ai imprimés, là vous pourrez vous servir sur la table là-bas, de tous les grands noms du pacifisme de l'époque, des militants qui avaient déjà pour la plupart de longs états de service, notamment le français Frédéric Passy, premier prix Nobel de la paix, je rappelle, en 1901, on a un petit peu oublié son nom, et Paul d'Estournel, je ne sais pas si on va le voir, on devrait le voir. Là, et Paul d'Estournel, un diplomate passé à la cause de la paix. Il est absolument remarquable que tous ces hommes expérimentés d'une grande valeur intellectuelle et morale, rompus au combat politique, se rangèrent d'un seul coup sous la bannière de cette femme encore relativement jeune, sans véritable expérience politique ou diplomatique. Et on peut bien figurer la fascination formidable qu'elle exerça sur tous, et aussi le coup de fouet qu'elle donna alors au mouvement pacifiste. Une chose est sûre, fut dès lors la patronne incontestée et populaire du mouvement pacifiste mondial, bientôt connu et reconnu comme tel dans le monde entier. Seule femme, comme on l'a dit, dans un monde entièrement masculin. Sinon. Elle était maintenant une femme publique, occupant une place à part dans le monde politique. Ses déclarations trouvaient un large écho dans la presse internationale. Elle devint ainsi bientôt la femme la plus connue dans le monde, car il y avait des enquêtes de notoriété, déjà. Et par son seul prestige, elle amena aussi toute une nouvelle génération militantisme pacifiste, et c'est elle, au reste, qui imposa le terme. Alors, pour la petite histoire, c'est en 1901, auparavant, on parlait des amis de la paix, du combat pour la paix, et puis elle a trouvé que le mot pacifiste et pacifisme, ça se traduisait bien dans toutes les langues qu'elle connaissait, donc elle a imposé le terme dans l'usage international. 1901. Donc si on parle de pacifiste avant 1901, c'est un peu un anachronisme, mais c'est pas grave. Avec elle, l'action pacifiste connut un développement considérable. Son objectif étant que l'on parle de la paix partout et que les États puissants se retrouvent sur la défensive en ayant désormais en face d'eux une opinion publique de plus en plus consciente et de plus en plus organisée. Dans l'un de ses discours, elle définit la guerre comme la peine de mort des peuples. Encore fallait-il éclairer, éduquer cette opinion publique. Elle multiplia les initiatives dans les universités, imagina des fêtes internationales de la fraternité, et elle s'adressa de façon spécifique et ciblée à toutes sortes de publics, aux étudiants, aux enseignants, à sa organisation ouvrière, aux femmes, à nouveau, donnant ainsi une importance toute nouvelle à la propagande militante. Alors j'ai constaté, le mot propagande aujourd'hui, il est assez négativement connoté. À cette époque-là, il était encore très neutre. Ça pouvait être très positif. En tout cas, le mot revient souvent chez elle. Elle se fit à une vaste échelle aussi l'ardente propagandiste de la Cour d'arbitrage international. Elle fut également la première à imaginer une force de police internationale, elle ne parlait pas de casque bleu, pour appliquer les décisions de la Cour d'arbitrage, et aussi une administration pour le contrôle des armements et donc du désarmement. C'est alors qu'apparut Alfred Fried, je ne sais pas si on va le voir, Alfred Fried, dans sa vie militante. Ce jeune juif viennois, enthousiasmé par la lecture de Bas les armes, lui fit des offres de service pour s'occuper de sa revue pacifiste, qui s'appelait à l'époque Information de la Société autrichienne des amis de la paix, c'est un peu long, ce qu'elle accepta. Alfred Fried, en s'appuyant sur le succès de l'œuvre, qui ne se démentait pas, transforma le titre de la revue tout simplement en Bas les armes, qui avait beaucoup plus de succès. On peut considérer Alfred Fried comme son fils spirituel et son héritier en militantisme. Il fut lui aussi prix Nobel de la paix en 1911. Il ne tarda pas à lui servir de secrétaire général, organisant le travail quotidien de l'action pacifiste. Son esprit plutôt méthodique complétait utilement la vision généreuse et ardente de sa patronne, mais quelquefois un peu utopique. Alfred Fried, qui était un idéologue, alors que Bertha était une pragmatique tout de même, écrivit plusieurs ouvrages dans lesquels il défendit le pacifisme scientifique. C'était son expression. Et l'une de ses premières tâches fut d'organiser un véritable mouvement pacifiste à l'échelle du monde.
D'abord, et d'abord en Allemagne même, considérée alors par elle et par tout le monde, comme là, selon l'expression de l'époque, c'était la citadelle du militarisme. C'était l'expression courante en France et partout. Et dont l'Allemagne, dont l'agressivité diplomatique et la politique d'armement à outrance, j'ai même sorti ici une photo où on voit alors la marine allemande qui se développait à une vitesse grand V, ce qui inquiétait énormément les Britanniques. Hein, et dans la politique d'armement à outrance inquiétait tout le monde. Il s'agissait de faire pièce à la politique particulièrement belliciste et belliqueuse de Guillaume II, et ce ne fut pas une mince performance que de parvenir à susciter la création d'une société allemande de la paix dans un environnement politiquement difficile, je peux vous dire. Elle développa tout de suite une action internationale de grande ampleur, suscitant des sociétés de paix partout dans les États absents, et l'une de ses dernières fiertés fut ainsi la création d'un mouvement pacifiste au Japon, en 1912. C'était loin le Japon. Je ne sais pas combien de mois il fallait pour aller de Hambourg à Tokyo en bateau, peut-être 3 mois. Et les communications étaient longues et difficiles. Et quand même, elle est arrivée. À ceux qui s'endormaient, elle ne cessait de redonner de l'énergie. Elle tissa tout un réseau de relations avec les diplomates et politiques acquis à la cause de la paix. Elle anima toute une diplomatie parallèle et fut ainsi pour beaucoup à l'origine des 2 conférences de la paix de La Haye, celle de 1899, celle de 1907, qui ne donnèrent au reste pas grand résultat. Elle y fut chaque fois présente, au titre ONG, dirait-on aujourd'hui, faisant un travail de lobbying pour la paix, toujours sur la base du désarmement et de l'arbitrage international, animant des rencontres, pas toujours faciles, entre pacifistes et diplomates. Avec l'aide de quelques parlementaires amis, elle put néanmoins mettre sur pied en 1913 une conférence de rapprochement franco-allemand de Berne, territoire neutre, Suisse, et qui fut en quelque sorte la conférence de la dernière chance, laquelle s'acheva par un vœu pieux, sans véritable effet sur la course à la guerre qui s'annonçait. Son ambition était de provoquer le dialogue entre adversaires sur la base du droit international et de règles d'arbitrage reconnues par tous, par exemple l'autodétermination des peuples. Alors c'était un concept complètement nouveau à l'époque. Le financement de son action jamais assurée, surtout à l'intérieur de l'Autriche-Hongrie, lui posa des problèmes jusqu'à la fin de ses jours. Alors on a vu que c'était Alfred Nobel qui a financé beaucoup de choses, mais il est mort en 1893 et son mouvement connut alors de grandes difficultés financières jusqu'en 1910, d'autant qu'elle était très mauvais gestionnaire, il faut le dire, date à laquelle l'industriel et milliardaire américain Andrew Carnegie, lui aussi un pacifiste engagé à sa façon, devait lui assurer le financement régulier dont elle avait toujours rêvé. Elle était d'un tempérament résolument optimiste, et son optimisme naturel se trouvant pour conforter les premières années de son action publique, dont elle semblait accumuler les succès. Création de comités de paix, nombre croissant d'adhérents, soutien de personnalités de valeur, notoriété personnelle, et ce qui lui apportait le plus, le débat de la guerre et de la paix était devenu, grâce à elle, largement public, même si la polémique était souvent très dure, et je ne me raconte pas tous les coups qu'elle a reçus. Elle peut ainsi, jusqu'en 1899, du moins avoir le sentiment que les choses allaient irrésistiblement dans le bon sens, que la raison était sur le point de l'emporter. Les difficultés s'accumulant, elle fut ensuite bien obligée de tempérer son optimisme. Elle ne baissa pourtant jamais les bras. Elle connut certes des moments de découragement, mais se reprenait vite avec la conscience aiguë que l'avenir de la paix et de l'Europe, et quelquefois même du monde, reposait sur ses épaules. Son engagement international l'amena à fréquenter les meilleurs hommes, les têtes les plus brillantes de l'Europe et même d'Amérique, plus de 400 personnes, sur lesquelles elle put toujours s'appuyer et compter. Pour s'en tenir à la France, elle s'appuya d'abord sur Frédéric Passy, dont nous avons vu, je vais revoir cette belle tête de Frédéric Passy, qui a une rue à Paris. Le grand ancêtre du mouvement français du mouvement pacifiste, qui était une référence incontestée, mais aussi Paul Destournel, qu'on a vu, ancien diplomate qui s'était entièrement consacré à la cause de la paix, une parenthèse pour notre ami, qui a son lycée, et qui est cher à Gérard Ali, et qui a un lycée à son nom dans la Sarthe, je ne sais plus, à la Flèche.
Elle peut aussi trouver des relais d'influence efficaces avec d'abord Émile Zola, jusqu'à sa mort criminelle, en 1202 je crois, Anatole France, Romain Roland, Léon Bloy, Gaston Moch, Théodore Wiesn, mais c'est sans doute avec Jean Jaurès que Bertha von Suttner, bon, enfin bref, le portrait de Jean Jaurès, tout le monde le connaît, noua l'une de ses relations les plus personnelles, tous les rapprochés, en dépit de la différence de leurs origines sociales. Et d'abord, la même culture philosophique, ça compte, mais aussi le même optimisme fondamental, la même foi à la perfectibilité de l'homme, la même aspiration à la justice sociale, la même conviction que l'éducation du peuple, l'école de la raison était la clé d'un avenir de paix, d'une humanité meilleure. Leur vision respective de l'action pour un avenir toujours meilleur était absolument convergente, et on sait qu'ils étaient tous les deux d'excellents orateurs au fort pouvoir de persuasion. Tous deux furent également l'objet de railleries et d'attaques impitoyables de leur part, de leurs adversaires, dans leur pays réciproque. Et Jean Jaurès, pour qui Bertha avait le plus grand respect, ne contribua pas peu, on dirait aujourd'hui, à la gauchiser. Surtout à lui raconter, à lui expliquer la condition ouvrière que finalement elle ne connaissait pas. Vers la fin de sa vie, Bertha von Suttner, tout de même issue de la haute aristocratie, je le rappelle, devait ainsi déclarer: les partis socialistes sont bien les seuls à vouloir sincèrement la paix, et aussi la classe ouvrière est la seule à avoir intérêt à la paix. En venant de la haute aristocratie, c'était pas mal. Jaurès lui fit naturellement venir son livre, La défense internationale et la paix internationale, dédicacé. Elle salua très chaleureusement la création, en 1904, du journal L'Humanité, avec d'autant plus de conviction qu'elle avait elle-même toujours rêvé de créer un journal d'un contenu semblable. Jean Jaurès ne manque pas de lui envoyer tous les numéros de l'Huma, où il avait consacré un éditorial à la cause de la paix, à la lutte contre le nationalisme, le bellicisme et la course aux armements. Elle avait donc la plus belle collection de l'Huma possible à Vienne. Elle suivit également de très près et avec la plus grande sympathie, elle, la laïque convaincue, la lutte que Jean Jaurès mena en 1905 pour la séparation des églises et de l'État, en y mettant même son grain de sel personnel. Ils comptèrent enfin tous les deux parmi les animateurs les plus actifs de la conférence de la paix de la Haye de 1907. C'est aussi la connivence que l'on doit à la jonction partielle, il est vrai, seulement partielle, du pacifisme bourgeois qu'elle incarnait et du pacifisme socialiste qu'incarnait Jean Jaurès. Tous deux se dressèrent avec la plus grande énergie contre la guerre qui menaçait chaque jour davantage, et le parallèle de son action avec Jean Jaurès est donc évident. Avec Albert de Monaco, on en parle, qui en eut l'idée, et lui aussi un pacifiste à sa façon, il voulut préparer une grande conférence de la paix qui devait se tenir à Vienne en septembre 1914. Et je vais, dans ce beau morceau d'histoire militante, ouvrir une page, on dirait aujourd'hui, un peu people, si vous voulez, un peu inattendue. Bertha von Suttner, qui était une grande sentimentale, resta toute sa vie d'épouse, très amoureuse de son mari Arthur, et ça c'était aussi très original dans son milieu d'aristo, qui était à son tour très épris et très admiratif de son époux. Sa vie de couple, on peut le dire, une très belle histoire d'amour, vraiment peu courante. La mort d'Arthur en 1902 la laissa inconsolable et très désemparée. Alors là, ça l'a vraiment presque démolie, un certain temps. C'est alors qu'elle accepta tout de même l'invitation du prince de Monaco de l'époque, Albert Ier, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Albert Ier qui a passé le printemps dans son château de Monaco. Albert Ier était un personnage à l'époque d'une très grande notoriété, c'est une forte personnalité, il faut dire, qui avait trois passions publiques, l'océanographie, la paléontologie et la paix. Il était, à sa façon, un pacifique sincère, et il s'inquiétait beaucoup pour l'avenir de l'Europe et du monde, et il ne ménageait pas sa peine pour inviter sur son rocher, dans son château, penseurs, diplomates et politiques, et pour susciter le dialogue entre personnes qui sinon s'affrontaient et se menaçaient. Il avait aussi créé un institut de la paix à Monaco. Lui, comme d'autres, beaucoup d'autres, avait suscité une très grande admiration pour Bertha von Suttner, son action, et il souhaitait depuis longtemps déjà la rencontrer.
Voilà donc que Bertha sera à Monaco une première fois en 1902, après la mort de son mari. Elle est ainsi la vedette des salons du château, elle rencontre toutes sortes de gens engagés pour la paix. Albert Ier et Bertha sympathisent très vite, sauf qu'il ne s'agit là pas d'un sentiment symétrique, une très grande admiration du côté du prince, certes, et à partir de 1903, du moins, puisque l'invitation s'est répétée, quelque chose comme un sentiment amoureux de la part de Bertha. Ah oui, ça paraît évident dans son journal. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut concourir avec la maîtresse, en réalité les nombreuses maîtresses du prince, enfin ça c'est au travers. Ayant sans doute surmonté son dépit, elle sera à Noué, elle est parlée en 1904, elle sera à l'invitation de 1905, et là, je ne peux résister du tout au plaisir de raconter un événement un peu cocasse, hein, en rapport direct avec notre belle loi de la séparation des églises et de l'État. Un jour, le prince arrive auprès de Bertha en lui montrant d'un air fort indigné une note diplomatique, je crois un télégramme, qu'il venait de recevoir du pape, une note, la même note très confidentielle que ce dernier avait fait parvenir à tous les souverains catholiques d'Europe de l'époque, je crois qu'il y en avait 6, j'ai essayé de les compter, pour les enjoindre à rompre les relations diplomatiques avec la France. Le prince, qui était en réalité passablement anticlérical et qui bouffait du curé aussi, mais enfin il ne le montrait pas trop, dit à Bertha: il faudrait que le contenu de cette note soit connu en France, mais comment faire? Et Bertha répond: oh, ben moi je sais, Monsieur Jaurès, qui a encore du mal à faire connaître son journal d'humanité, sera ravi de publier cette exclusivité. On ne disait pas encore ce coupable. Cette exclusivité. Faites pour le mieux, baronne, lui dit le prince. Et bien sûr, Bertha de se mettre en rapport immédiatement avec Jean Jaurès. Sitôt dit, sitôt fait, et Jean Jaurès de publier cette note diplomatique qui aurait dû rester confidentielle, secrète, et qui fit grand bruit et se retourna comme un boomerang contre la diplomatie vaticane. Grâce à Bertha von Suttner, la France avait ainsi marqué un petit point dans son conflit avec l'Église catholique qui était assez violent à l'époque. Elle n'affichait pas, certes, un anticléricalisme aussi violent que son époux, qui lui bouffait du curé, un curé tous les matins au petit déjeuner, ne serait-ce que parce qu'elle était quand même tenue, du fait de sa responsabilité, de tenir compte de tout le courant chrétien pacifiste, surtout dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et donc elle déménageait. Mais elle avait néanmoins un fort contentieux avec la catholicité, à laquelle elle reprochait son rejet de la sexualité et du corps des femmes, et même du plaisir des femmes. Citation que je soumets aux dames ici présentes en particulier. Le corps de la femme est un magnifique instrument de plaisir, virgule, massacré par l'Église catholique. À l'époque, c'est quand même pas mal. Elle reprochait donc la mainmise de l'Église catholique sur l'éducation des filles, son rejet de la raison, de la science et notamment de l'évolutionnisme darwinien, enfin, bref, tout ce qu'à l'époque on appelait l'obscurantisme, l'aspect-de-Nonzelis, la bénédiction que l'Église apportait à l'armée d'une façon générale, à toute politique militariste. À l'intérieur même du mouvement pacifiste mondial, Bertha eut à gérer nombre de courants disparates qui divergeaient ou s'affrontaient les uns les autres, et je ne veux pas tous les citer, et ce ne fut pas un mince mérite de la part de Bertha que d'agréger toutes ces sensibilités disparates et de faire cohabiter de fortes personnalités sous le même toit de la maison pacifiste, ce qui n'alla pas sans un énorme investissement diplomatique et psychologique de sa part. Bertha fut aussi à l'origine des prix Nobel. Nobel n'ayant pas d'enfant, Bertha l'avait incité à mettre son immense fortune au service de la paix, des droits de l'homme et des causes humaines. Alfred Nobel, qui mourut en 1896, entendit bien son appel. Il imagina par testament la création des prix Nobel à peu près tels que nous les connaissons aujourd'hui, et notamment celui de la paix assez généreusement doté. Les premiers prix Nobel de la paix furent attribués à partir de 1901 aux grands anciens, donc on a vu Frédéric Passy. Mais en 1905, tout le monde trouva qu'il n'était que justice de l'attribuer enfin. Ah oui, peut-être un petit peu avant ça, c'est vraiment. Ouais, bon, voilà.
à peu près à l'époque du prix Nobel. Le prix Nobel à Bertha. Elle devait du reste recevoir ce prix une seconde fois en 1910, on peut dire, lorsqu'il fut attribué au Bureau international de la paix, qui est en quelque sorte son enfant. Notons aussi que beaucoup de prix Nobel de la paix qui suivirent échurent à des proches, y compris des prix Nobel de littérature aussi. Alors je citerai comme ça Anatole France, Romain Rolland. Et il est probable que personne au monde n'ait connu, voire formé, parce qu'elle a formé beaucoup de gens, autant de prix Nobel de la paix que Bertha von Suttner. En février 1906, elle se rendit donc dans la capitale de la toute nouvelle Norvège, qui date de 1905, elle s'est séparée de la Suède, dans des conditions un peu difficiles d'ailleurs, de la Suède. Elle se rend donc en Norvège qui n'avait que quelques mois, dans la capitale qui s'appelle encore Christiania, pas encore sous, pour recevoir le prix et y tenir en français, s'il vous plaît, un grand discours devenu vite célèbre sur la nécessité et sur les conditions de la paix, lequel discours fut publié et commenté dans la plupart des journaux du monde industrialisé et naturellement, très chaleureusement, salué chez nous par Jean Jaurès. Ce prix Nobel accrut alors encore son prestige, qui était très grand dans le monde. Elle fit ensuite la tournée des 3 pays scandinaves à l'invitation des associations féminines de ces pays déjà très politiquement actives. Elle fut partout reçue comme un chef d'État par les souverains, avec tapis rouge et tout. Pour nombre de femmes des pays scandinaves, elle était la référence absolue, car elle avait apporté la preuve qu'une femme peut susciter un véritable débat d'idées à l'échelle planétaire. Elle n'avait jamais cessé de s'investir pour la cause des femmes, au demeurant avec la conviction que non seulement les femmes, mais aussi les hommes avaient tout à gagner à reconnaître l'égalité civique et sociale des femmes et tous les droits qui vont avec. Ce ne fut pas, certes, une féministe à la mode des suffragettes anglaises, mais elle ne ratait jamais une occasion de rappeler sa revendication propre, l'accès au droit de vote et à l'éligibilité, l'accès à toutes les fonctions de compétence dans le privé comme dans le public. Et elle voulait voir des femmes députées, professeurs d'université, scientifiques, sur le modèle de Marie Curie, avec laquelle elle était en relation épistolaire, au reste, avocate, chirurgienne, chef d'orchestre, sans pour autant les idéaliser. Elle se fit aussi l'ardent défenseur d'une sexualité libérée, en dénonçant avec force la très hypocrite double morale, une citation, on qualifie d'immorales les femmes qui aspirent à l'amour et au plaisir, alors que la seule immoralité, c'est la propagation de haine et l'éloge des valeurs de mort. Son cheval de bataille, c'était l'éducation des filles, sur laquelle elle avait des idées assez précises. La plus novatrice était à coup sûr l'éducation des filles au corps. Il convenait d'enseigner leur corps aux jeunes filles et tout ce qu'elles sont en droit d'en attendre. Enseigner aussi à fond aux filles l'histoire des sciences et la philosophie, et la philosophie, leur enseigner bien sûr la littérature non expurgée, leur enseigner le sanskrit. Je rappelle qu'elle-même n'était jamais à l'école. Il convenait surtout d'éducation, et surtout doter l'éducation des filles à l'Église catholique. Comme pour Jaurès, il ne pouvait être question d'une humanité libérée, sans une éducation complète, sur la base de valeurs universelles. Elle se fit l'ardente propagandiste d'une école du populaire. Ses responsabilités internationales l'amenèrent à beaucoup voyager, notamment à Paris, où elle est souvent venue, faisait des conférences, remarquées à la Sorbonne, à l'école normale supérieure, à la salle Pleyel, dans les pays scandinaves, on l'a vu aussi, et à l'invitation d'associations de femmes américaines politiquement très actives déjà, elle fit un premier voyage aux États-Unis en 1904, qui fit un triomphe sur la côte Est, d'ailleurs entre Washington et Boston, où elle fit des conférences. Elle fut reçue à cette occasion par le président de l'époque, Theodore Roosevelt, qui lui déclara « Croyez-moi, madame, la paix mondiale arrivera parce qu'elle doit arriver. Mais elle arrive pas à pas. » De ce premier voyage, elle revint passablement américanophile, il faut dire. Elle en fit un second voyage aux États-Unis, qui dura, lui, 8 mois, un peu plus de 8 mois, en 1912, plus triomphal encore que le premier, qui l'amena jusqu'à San Francisco, à l'autre bout de l'immense territoire des États-Unis, et tout ça en train, bien sûr. Et il fut à nouveau reçu par le chef d'État, le nouveau qui s'appelait William Taft, très bien
garde d'honneur, tapis rouge et tout. En 1905, elle entreprit également un cycle de conférences de presque 2 mois politiquement beaucoup risqué en Allemagne, et qui fut dans l'ensemble un grand succès, dans l'Allemagne de Guillaume II. Son action ne fut pas exempte d'erreurs. Si elle aimait par exemple interpeller les hommes de pouvoir et d'influence, elle se laissa aussi pendant un certain temps facilement abuser par eux dès qu'ils avaient le mot « paix » à la bouche. Elle s'emballa ainsi pour Roosevelt et surtout pour le tsar de Russie Nicolas II qui dans son discours du trône de 1894 avait effectivement employé le mot « paix » à quasiment toutes les phrases. Et même à plusieurs reprises le mot pour Bertha, magique, le mot magique de désarmement. Il fallut chaque fois plusieurs années pour reconnaître qu'il ne fallait pas seulement se contenter de mots pour apprécier un chef d'État, qu'il fallait juger l'action. Et la plupart des chefs d'État et ministres qu'elle rencontra devaient tôt ou tard la décevoir, car elle se rendit compte que les chefs d'État se croyaient, compte tenu de sa notoriété, de la recevoir et en présence d'affirmer leur volonté de paix, même si au fond ils n'en pensaient pas un mot. Pire, elle comprit alors qu'elle servait très abusivement de caution pacifiste à des chefs d'État qui sinon n'avaient aucune volonté de paix, autrement dit qu'elle était instrumentalisée. Aussi exigea-t-elle à partir de 1907 tout un cahier des charges très précis avant de se faire recevoir, et notamment une réduction préalable de substantielle d'au moins 10% du budget militaire, une adhésion à la cour d'arbitrage de la RFA, etc. Bertha fut aussi un des partisans les plus résolus d'une Europe fédérée qu'elle invoquait sans cesse jusqu'à la fin de sa vie. Dans sa vision du monde, l'unité de l'Europe n'était au reste qu'une étape vers l'unité du monde, forcément sur la base de la culture, de la démocratie et de la raison. Toujours. Elle-même, vers la fin de sa vie, se définissait comme une citoyenne du monde, une cosmopolite, qui n'ayant d'autre patrie que l'humanité. Vers la fin de sa vie, elle était de plus en plus admirée, vénérée et même sollicitée à l'extérieur de son pays, de plus en plus marginalisée et rejetée, ou pire ignorée à l'intérieur de son pays, l'Autriche-Hongrie. Elle voyait comme partout ailleurs les forces nationalistes, le parti de la guerre sans cesse gagner du terrain. Elle n'abandonna néanmoins jamais la lutte, s'appuyant très solidement sur Alfred Fried, lui-même prix Nobel de la paix en 1911, je crois, tout en voyant venir inéluctablement la catastrophe de la guerre. Mais elle se retrouvait plus seule que jamais. Nombre de ses compagnons de lutte, fidèles jusqu'au bout, étaient déjà morts, et la jeune génération était largement empoisonnée par le virus nationaliste, appelé souvent la guerre de ses voeux. Pour elle, cette nouvelle génération n'était plus guère qu'une vieille, qui radotait les mêmes choses depuis longtemps, et dont on ne parlait plus guère qu'en se moquant, à Vienne en tout cas. À l'étranger, en revanche, son action fut de plus en plus vigoureusement relayée par les associations féminines, comme on l'a vu, nombreuses et actives dans les pays nordiques, aux États-Unis, mais aussi en France et en Grande-Bretagne. Les Françaises et les Anglaises, dans certains siens 1907, un vigoureux appel conjoint contre la guerre en se référant explicitement à Bertha von Suttner. Elle voit, on a vu que le voyage triomphal de 8 mois qu'il faisait à lui en 1917 fut entièrement organisé par les associations féminines. Les dernières années de sa vie furent extraordinairement éprouvantes et même pathétiques quand on connaît l'histoire, la suite de l'histoire. Les guerres, les menaces et les tensions annonçaient avec une quasi-certitude une guerre autrement plus grave. Il y eut l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie en 1908. Il y eut la conquête brutale de la Libye par l'Italie en 1911, où furent pour la première fois mis en œuvre des avions pour des missions de bombardement et qui mit tous les pacifistes du monde en émoi. On déposa alors des projets de loi et fit des conférences pour obtenir en vain, donc nous sommes en 1911, l'interdiction de l'arme aérienne. Et Bertha dénonça la guerre aérienne dans un opuscule, que je suis en train de traduire, la barbarisation de l'air. Il y eut les deux guerres des Balkans en 1912 et 1913. Il y eut les tensions qui se multipliaient aux frontières de l'Empire. Il était désormais de plus en plus évident que la prochaine guerre serait déclenchée à partir de l'Autriche-Hongrie. Et par-dessus le marché, il y avait les graves tensions nationalistes intérieures qui minaient l'Empire. Mais il y avait d'un autre côté toujours le volontarisme obstiné de Bertha et de Fried qui ne pouvaient ni l'un ni l'autre se résoudre à la fatalité de la guerre. À l'occasion du
70e anniversaire en 1913, je suis invité à écrire un article dans la Neue Freie Presse de Vienne, dans lequel on peut lire. Il y eut un jour, donc sous la plume de Bertha, il y eut un jour un dernier autodafé, un dernier marché aux esclaves, un dernier procès en sorcellerie. Par conséquent, la guerre des Balkans peut bien être la dernière en Europe. Elle qui, de plus en plus fatiguée, de plus en plus malade aussi, aurait tant aimé se retirer de l'action militante, lutta sous toutes les formes possibles pratiquement jusqu'à son dernier jour, le roi. Elle faisait les mêmes forcings que Jean Jaurès contre la guerre annoncée, auquel il convient d'ajouter le militantisme très imaginatif de l'anglais William Stead, c'est encore un nom qu'il faudrait rappeler celui-là, et dans une moindre mesure l'action d'Albert de Monaco. C'est ce dernier qui, avec Alfred Fried, eut l'idée d'une grande conférence de la paix, donc comme on a vu, qui aurait dû se tenir à Vienne en septembre 1914, et Bertha y travaillait toutes ses forces jusqu'au bout, sans le moindre appui de l'État austro-hongrois, bien sûr, sans argent non plus. Pour la préparation de cette conférence, de la dernière chance, dans son esprit, elle bénéficia néanmoins du soutien de nombreux jeunes écrivains en Autriche, Arthur Schnitzler, et surtout Stefan Zweig, en France, Romain Roland et Anatole France, en Grande-Bretagne, Prince Sinclair et Herbert Wells, en Allemagne même, de l'auteur à succès Karl May, qui était un grand auteur à succès à l'époque. Peu de temps avant sa mort, rencontrant par hasard Stefan Zweig, en avril 1914, dans une rue de Vienne, Bertha l'apostropha publiquement avec véhémence en ces termes: les hommes ne comprennent rien à ce qui se passe, c'est déjà la guerre, ils ont tout caché, tout tenu secret. Pourquoi ne faites-vous rien, vous les jeunes gens? C'est vous que cela regarde après tout. Défendez-vous donc, unissez-vous. Ne laissez pas tout faire à une vieille femme que plus personne n'écoute. Bertha mourut de maladie et d'épuisement le 21 juin 1914. Le 28 juin, l'archiduc et héritier du trône, François Ferdinand, tombait sous les balles d'un jeune Serbe, à Sarajevo. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclarait la guerre à la Serbie. Le 31 juillet, Jaurès était assassiné à Paris. Le 1er août, l'Allemagne déclarait la guerre à la Russie. Le 3 août, à la France. 4 ans et demi plus tard, la guerre s'achevait avec 10 millions de morts. Une Europe ruinée et dommage collatéral, l'éclatement de son pays en une multitude d'États. C'était là très exactement le scénario qu'avait tant redouté Bertha et contre lequel elle avait lutté les 25 dernières années de sa vie. C'est Stefan Zweig qui, en novembre 1918, devait le mieux résumer l'action ardente et visionnaire de Bertha von Suttner. C'est cette femme, justement, dont on disait qu'elle n'avait rien d'autre à dire que ces 3 mots. Bas la guerre. Enfin, bas les dents, pardon. En allemand, die Waffen nieder, qui avait saisi à la racine même l'essence du présent. Elle connaissait mieux que quiconque la dimension tragique, cet aspect presque tragiquement destructeur du pacifisme qu'elle incarnait, qui fait qu'il n'apparaît jamais actuel, superflu en période de paix, insensé en temps de guerre. Sans force durant la paix, impuissant durant la guerre. Elle a pourtant accepté d'être aux yeux du monde comme un Don Quichotte qui se bat contre les moulins avant, mais nous savons aujourd'hui ce qu'elle a toujours su et nous fait maintenant frémir, à savoir que ces moulins n'étaient pas là pour brasser du vent, mais pour broyer les eaux de la jeunesse européenne. Je vous remercie de votre attention. Bien, c'est nous qui te remercions. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et